Exactement, c'est même une question d'égalité. D'où le choix de ce titre, la femme est un islamiste comme les autres, la femme est un islamiste comme un homme, la femme peut être aussi radicale qu'un homme, au-delà même de la seule question de l'islamisme. En fait, le déclic en France, il se fait en 2016. En 2016, il y a cet événement que par ailleurs pas mal de gens ont oublié finalement, alors même que c'était quelque chose de très emblématique, c'est qu'en 2016, vous avez ce commando féminin, c'est-à-dire qui est constitué de 4 jeunes femmes, qui se connaissaient d'à peine quelques semaines, enfin depuis à peine quelques semaines sur les réseaux sociaux, et qui se disent, et si on allait faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame? Alors heureusement, elles sont pas très bien entraînées. Aux abords de la cathédrale, tout près de la cathédrale. Exactement. Donc, les dégâts allaient être quand même assez énormes, humainement parlant. Heureusement, très mal entraînées, elles confondent essence et diesel. Il y en a un qui brûle plus facilement que l'autre, heureusement, elles confondent. Le fait est qu'elles se retrouvent devant le juge, et tout d'un coup, on se dit, mais mince, on a manqué quelque chose. Et en fait, de quoi est-ce qu'on se rend compte? En tout cas, moi, c'est mes conclusions, ça a été mes conclusions pendant 2 ans, 2 ans et demi, et aujourd'hui dans ce livre, c'est que avant 2016, on fait comme si la femme, elle était que femme d'islamiste, sœur d'islamiste, mère d'islamiste, elle est jamais islamiste elle-même. Et on découvre en 2016, stupéfiant, incroyable, que la femme est capable d'autonomie dans sa propre radicalisation. Et là, on tombe des nues. Et en fait, avant 2016, si vous voulez, on interpellait ces femmes uniquement dans le but de glaner des renseignements sur les hommes. On les relâchait tout de suite après. En 2016... C'était vraiment l'opinion générale que la femme n'est qu'une espèce d'auxiliaire et qu'elle a joué aucun rôle, quoi. Bah, c'était en tout cas l'opinion de ceux qui étaient décisionnaires. C'est-à-dire que c'était l'opinion des policiers, c'était l'opinion du judiciaire. Donc à partir du moment où ces gens-là considéraient qu'elles n'étaient pas dangereuses, bah, il se passait rien. Donc vous n'aviez aucun dossier ouvert sur ces femmes au judiciaire. À partir de 2016, vous avez le parquet et l'instruction qui se réunissent et qui disent en fait on peut pas continuer. On a manqué 50% du problème. On va toutes les réinterpeller. On va réouvrir les dossiers. On va ouvrir les dossiers et on va en faire quelque chose. Mais encore, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient seulement correctionnalisées. Elles n'étaient pas criminalisées. C'est-à-dire que les hommes, ils allaient encourir la perpétuité devant les assises. Elles, c'était des petits délits mineurs. À un moment, ils se sont dit, ok, on va aller même aux assises pour les femmes. Donc ça s'est un peu égalisé judiciairement parlant. Mais moi, je considère qu'on n'en est pas... C'est pas encore réglé. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait alors? Déjà, je pense qu'il y a, moi en l'occurrence, alors est-ce que c'est mon éducation, est-ce que c'est mon expérience en tant que femme, je me suis jamais à titre personnel dit qu'une femme était moins capable qu'un homme d'être dangereuse. Statistiquement, effectivement, on pourrait se poser la question. Oui, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Oui. J'ai un chiffre en l'occurrence qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pensais pas que c'était à ce point, vous regardez la population carcérale globale, les femmes ne représentent que 3,6%. Donc on pourrait se dire, effectivement, elles sont moins dangereuses. Bien sûr. En l'occurrence, alors ce chiffre, il devient intéressant en matière de terrorisme djihadiste, puisque les femmes, sur ces infractions-là, elles deviennent 24% des incarcérés. Ça passe de 3 à 24%. Voilà, exactement. En matière de terrorisme djihadiste. Exactement. Donc il y a quand même un lien avec la radicalité religieuse qui est intéressant vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que vous avez quand même vous avez globalement, statistiquement, moins de femmes qui vont faire des infractions de droit commun, qui vont voler, qui vont violer, qui vont escroquer, etc. Mais en termes de terrorisme djihadiste, elles sont pas majoritaires, mais c'est quand même un quart. Donc effectivement, on peut se poser la question. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait me dire que ces femmes n'étaient pas victimes? En fait, les faits étaient là. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu cette phrase, mais qui est tellement vraie. On avait tout sous les yeux, mais on a décidé de rien voir. Inès Madani, qui a été un peu considérée comme le cerveau de ce commando de 2016, elle-même, et c'est pas la seule, elle arrive devant le juge. Le juge, alors là, elle était en correctionnelle, elle n'était pas encore aux assises parce qu'elle a pris 30 ans aux assises. Elle arrive devant le juge correctionnel. La présidente du tribunal lui dit, je vous condamne à 9 ans d'emprisonnement. J'ai entendu votre parcours, c'est un parcours difficile, mais je suis désolée, vous êtes dangereuse. Et elle demande à Inès Madani, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Inès Madani est debout face à elle et sans aucune insolence, mais juste dans un constat, lui répond, vous avez raison, je suis dangereuse. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on les fait passer pour des victimes, mais aujourd'hui, toutes les femmes qui ont été rapatriées, il n'y en a pas une qui dit j'ai été manipulée. Éventuellement des mineurs, éventuellement des jeunes filles qui sont parties à 15 ans. C'est très intéressant. Ouais. Vous avez vu celle qui est encore dans les camps en Syrie, qui dit oui, mais il y en a qui sont allés aux Indes dans des ashrams. Elle compare ce qui s'est passé avec l'État islamique qui est là-bas, avec une aventure spirituelle bouddhiste dans un ashram de l'Inde. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans leur autoroute ou dans leur sentier. Et alors, comment vous expliquez cela? Déjà, il y a une propagande de Daesh qui était quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence de faire croire à ces gens qu'ils allaient effectivement vivre une sorte d'aventure, mais il faut voir les photos qu'ils leur présentaient. C'est-à-dire qu'on leur montrait Palmyre, on leur montrait l'Euphrate, on leur disait mais vous allez voir, c'est un paradis terrestre où vous allez enfin ne plus être discriminés en tant que musulmans. Il y a un truc qui a été très très peu dit et qui est encore trop mal compris, je pense. C'est qu'on est toujours là, oui, pourquoi est-ce qu'ils vont embrasser une idéologie qui les écrase, surtout les femmes? En fait, faut voir aussi quels intérêts ils peuvent trouver dedans, en tout cas les promesses qu'on leur fait. Et il y a un truc qui s'est passé en 2014 qu'on a un peu trop obnubilé aussi selon moi. Abou Bakr al-Baghdadi, c'est-à-dire ce monsieur qui s'autoproclame calife et qui proclame le califat. Exactement. On est, je crois, fin juin 2014, me semble-t-il, le 29 juin 2014, il proclame le califat. Il a un discours, mais qui aurait dû nous faire réagir presque immédiatement. Il dit que vous soyez arabe ou non arabe, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes musulman, alors vous faites partie de la Oumma. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il y a plein de jeunes, hommes, femmes, filles, garçons, qui se sont dit qu'ils seraient mieux inclus à Daesh, à Raqqa, qu'en France. C'est quand même incroyable. Alors on peut dire que c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais vous imaginez la propagande que ça a été, et il faut se poser la question, je pense, de pourquoi est-ce que ces gens-là se sont dit ouais, je vais être mieux inclus dans un califat. Moi j'entends souvent, oui, les femmes sont victimes de l'islamisme. C'est vrai, mais pas toujours. C'est-à-dire que vous avez effectivement des femmes qui subissent l'islamisme. Quand il y a un entrisme islamiste, voire jusqu'à un État islamiste comme c'est le cas en Afghanistan, les femmes sont souvent les premières victimes. Claire. Mais à partir du moment où vous êtes une femme qui embrasse cette idéologie, vous en êtes pas du tout forcément victime. Et vous regardez à Raqqa,
Il y a des femmes qui se sont élevées socialement. Comment? À Raqqa, en Irak. Attendez, en Syrie, pardon. Oui, à Raqqa, là où il y avait donc ce fameux prétendu califat, vous avez des femmes qui se sont élevées socialement, mais d'une façon incroyable. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui, j'embrasse l'idéologie, j'ai bien montré que je t'ai radicalisée, donc on va me donner un rôle extrêmement important. Vous aviez des femmes qui comme étaient... par exemple, comme rôle? Par exemple, vous aviez les recruteuses. Ça, les femmes sont les meilleures recruteuses qui soient, puisqu'on leur fait plus confiance. Elles paraissent plus inoffensives. Donc elles vont très souvent recruter les jeunes et puis les autres femmes aussi. Ça, c'est quelque chose. Et puis à travers cette image de mère. Non, mais tu comprends, moi je suis partie avec mon enfant. T'imagines bien que je mettrais pas en danger mon enfant si c'était si terrible. Bon, donc ce sont de très bonnes recruteuses. Elles ont été extrêmement violentes physiquement, parce qu'on parlait de violence idéologique, mais elles ont été extrêmement violentes physiquement. Vous avez là depuis quelques années des procès qui se tiennent. Le premier va arriver en France, mais vous en avez eu un certain nombre en Allemagne, contre des femmes, des hommes aussi, mais leurs épouses qui ont torturé ou qui ont contribué à torturer ou à ce que soit violé les yézidis. Quelquefois, elles étaient beaucoup plus, vous le racontez, beaucoup plus féroces que les hommes. Vous avez la brigade Al-Khamsa. C'était la brigade des mœurs constituée de femmes qui surveillaient les autres femmes à Raqqa, donc pour vérifier si le voile était bien mis, etc. Vous avez des femmes revenantes en France qui ont témoigné du fait que quand elles étaient à Raqqa, elles préféraient même se faire arrêter par des hommes que par des femmes. Tellement elles étaient violentes. Et vous avez quand même Daesh, faut quand même y aller, Daesh qui a dit on arrête cette brigade, c'est trop violent. Vous imaginez si Daesh, vous imaginez si même Daesh dit oh là là, c'est trop violent, c'est pas possible. C'est tout à fait ça, et je pense d'ailleurs que c'est le grand point commun entre les hommes et les femmes. Dans la radicalisation islamiste, dans la radicalisation tout court d'ailleurs, c'est ce côté, en tout cas c'est ce qui résulte de à peu près tous les témoignages de revenants ou de gens radicalisés qui sont même pas partis d'ailleurs. Il y a ce truc de je me sentais marginalisé pour des raisons différentes. Ici en Europe, en France, ailleurs. Et c'est des raisons qui sont d'ailleurs très souvent sociales. Ça c'est intéressant, c'est un truc qu'on n'a pas vu je pense, mais c'est des raisons souvent assez sociales. C'est je me sens marginalisé dans un pays qui est censé être inclusif avec à peu près tout le monde, que ça corresponde à une réalité ou un simple ressenti. Ces gens-là se sont sentis à un moment marginalisés et ils se sont dit c'est marrant, il y a ce discours-là qui me dit tu vas avoir un rôle. Pour les hommes, c'est tu vas être un grand combattant plein de virilité du djihad. Pour la femme, c'est tu vas être une mère, une sœur, et surtout, tu vas engendrer les futurs lionceaux du califat. La femme a un rôle qui n'est pas du tout vu comme un rôle passif, comme un rôle secondaire. Elle est combattante à sa manière. Exactement. C'est-à-dire qu'elle combat. Je vais m'exprimer ainsi, mais l'homme combat avec sa Kalachnikov, la femme combat dans le djihad avec son utérus, mais aussi même avec son savoir. Elle est encore bien plus connaisseuse des textes que l'homme, parce que c'est elle qui est le modèle de vertu et qui transmet aux enfants. Donc ça la rend même encore plus rigoriste, et c'est très intéressant parce que effectivement, des gens peuvent se dire, mais oui. Vous racontez comment, je voudrais revenir justement sur les fondamentaux de tout cela. Vous racontez dans votre livre, Louise Eliafi, La femme est un islamisme comme les autres, ce qui se passait, je vais retrouver la page tout de suite, ce qui s'est passé en France. Ici en France, donc parce que pour les Gomènes, et le début se passe toujours quelque part dans les pays d'origine et tout qu'en Europe. Mais je voudrais rappeler ce que vous écrivez. Le 2 avril 2024, il n'y a pas si longtemps, quelques mois, 2 filles et un garçon âgés de 14 à 15 ans ont roué de coups leur camarade Samara à la sortie de son collège à Montpellier, dans le quartier de la Mosson. Tombée dans le coma, la jeune fille n'en sortira que 2 jours plus tard. Le mobile des agresseurs, ils auraient été furieux de voir une photo postée par la jeune fille, la montrant tête nue, pas plus. Les tensions entre l'adolescente et l'une de ces agresseuses voilées, elle, duraient depuis plusieurs mois. La seconde avait été même exclue à plusieurs reprises de l'établissement pour avoir menacé la première. Avant de changer de version, la mère de Samara indique que sa fille se faisait traiter régulièrement de koufar, mécréante ou de kahba, pute, en raison de ses tenues à l'européenne. Donc, le fondement, c'est quand même ça. C'est ici. C'est la maman et la putain, ou la putain. Exactement. C'est donc quelque chose qui fait que il y a une culture, une civilisation, appelons comme on veut, et vous pensez que c'est tout à fait lié à ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé quelques années avant, tout est lié, cette culture-là, et les envois en Syrie, et les gens qui ont rejoint, c'est lié? Alors, moi, en l'occurrence, je considère pas forcément que c'est un fait culturel, parce que là, en l'occurrence, l'anecdote que vous venez, l'infraction, plus qu'une anecdote, qui a eu lieu en avril dernier, pour moi, c'est un fait assez universel. Je m'explique. On va toujours mettre sur les épaules de la femme un peu la vertu ou la décadence d'une société. C'est-à-dire qu'on surveille un peu toujours le comportement d'une femme, et effectivement, dans l'islamisme, comme ça a été le cas dans pas mal d'autres radicalités, notamment religieuses, il y a cette dichotomie entre, effectivement, la vierge et la putain. Quand vous avez une femme voilée... Ou la maman et la putain. Ou la maman et la putain, exactement. La maman étant, finalement, la suite un peu logique, entre guillemets, de la vierge. Mais on peut pas passer par autre chose. Là, en l'occurrence, que vous décrivez... et ce que je décris effectivement dans mon livre, c'est que on a une femme qui, parce qu'elle porte ce voile, considère qu'elle est plus vertueuse, que par conséquent elle a plus de valeur, mais en plus considère qu'elle a le droit de surveiller l'autre femme et de la remettre dans le droit chemin lorsqu'elle quitte ce droit chemin. Et j'ai envie de vous dire qu'on a eu encore une affaire assez similaire, alors j'ai pas le détail des faits, mais on a eu une affaire pas très différente il y a à peine une semaine, où cette enseignante a eu l'outrecuidance de vouloir faire respecter, la loi de 2004 qui l'a giflé. Et vous avez énormément de violence intra-féminine, de tu as moins de valeur que moi parce que tu es, entre guillemets, la putain, et que moi je suis la femme vertueuse. Et il y a vraiment ce côté, notamment dans l'islamisme, où on fait porter sur les épaules de la femme à la fois l'obligation d'être surveillée constamment dans son comportement, à la fois l'obligation d'aller surveiller. Et c'est là qu'on en fait une combattante idéologique. Et d'ailleurs, à l'école, vous savez, vous avez chaque année des chiffres sur la laïcité au lycée qui sont toujours de plus en plus accablants. Et on s'intéresse toujours à la communauté d'origine des personnes, ce qui n'est pas illégitime comme donnée. On s'intéresse jamais au sexe. Or, si vous regardez les dernières études qui sortent un peu chaque année par l'IFOP, les filles, en termes de chiffres, sont beaucoup plus que les garçons dans la défiance envers la laïcité. J'ai un chiffre à vous donner si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Vous savez, vous avez toujours cette question, est-ce que vous condamnez les auteurs des attentats? Et là, les derniers chiffres, je crois que ça date de 2023, 2022 peut-être, au plus tard. Les garçons sont 7% à ne pas condamner les auteurs des attentats, les filles sont 13% à refuser de le faire. C'est-à-dire qu'on est près du double.
Oui. Parfois. En tout cas, ça pose question. Mais alors justement, mais on est tout le temps dans cette culture de ce paradoxe. Alors on dit tout ça, et en même temps, justement, vous parlez, par exemple, de ces femmes, on sait qu'il y a la polygamie, que voilà, ils peuvent avoir plusieurs femmes, etc. Et il y en a effectivement en culture occidentale, disons ancienne culture occidentale qui s'insurge, mais beaucoup disent oui, mais c'est absolument normal, etc. Et surtout, alors vous le dites, quand on est veuve de djihadistes, quand on est veuve de quelqu'un qui a combattu justement et qui est mort, voilà, pour la cause, eh bien, et son statut social et autres devient beaucoup plus fort. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez des exemples très français, parce que vous prenez Souad Merah, dont on a très peu parlé, mais qui est la grande sœur de Mohamed Merah, qui a beaucoup contribué avec la mère de Mohamed Merah à ce que Mohamed Merah se radicalise. Souad Merah était considéré, c'est pas moi qui le dis, c'est les autorités. Elle était un peu sa maîtresse à penser, je dirais. Avec le grand frère et la mère. C'est-à-dire que c'était un peu le trio, mais notamment, c'était vraiment la sœur apparemment qui était le pilier radicalisant de la famille Merah. Souad Merah, en tant que sœur, alors déjà, anecdote, mais Souad Merah va voir le corps de son frère, après qu'il se soit fait tuer, elle va voir le corps de son frère et elle dit « Mon petit Mohamed, je suis fière de ce que tu as fait ». Et la mère de Mohamed Merah, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait dit elle-même « Je suis fière de ce que mon fils a fait, il a mis la France à genoux ». Il a combattu. Elle respecte, enfin en tout cas ses convictions ou sa croyance. Puis vous dites, le voile c'est quand même, vous n'êtes pas la seule, c'est un passage à autre chose. Est-ce que vous considérez le voile comme un passage vraiment à autre chose? Alors ça ne l'est pas systématiquement, mais c'est ça c'est là où réside toute la complexité et la nuance à rappeler dans le voile, c'est que, moi je l'écris comme ça, c'est pas une posture, c'est la réalité du terrain. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais le fait est que toutes les femmes radicalisées sont passées par le voilement. Vous n'avez pas de femmes radicalisées qui se soient pas voilées à un moment, ça n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas accuser toute femme qui décide de porter le voile d'être une dangereuse extrémiste, et en même temps on ne peut pas non plus sous-estimer le fait que le voile est l'instrument ultime de l'entrisme islamiste. C'est-à-dire que comme toute idéologie totalitaire, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, l'islamisme est une idéologie totalitaire entre guillemets comme les autres, et donc ils vont se servir d'un vêtement, là en l'occurrence le voile, pour en faire un curseur du succès ou non de leur mouvement. C'est-à-dire que regardez, pour creuser dans les interstices du exactement, système. Exactement. Et il y a un autre objectif aussi de la part des islamistes qu'il faut bien préciser, je crois, c'est que l'objectif, et ça se voit beaucoup dans des associations, de prétendue lutte contre les discriminations, on essaye de faire de la femme musulmane et de la femme voilée une seule et unique personne. Ça n'est pas forcément synonyme. Toute musulmane doit être voilée, exactement, et toute voilée est une victime, etc. C'est ça. Et vous avez des associations qui prétendument luttent contre les discriminations à l'encontre des femmes musulmanes, qui en fait ne font que la promotion du voile. Donc voilà. Et ça c'est l'objectif de tout confondre, effectivement. Ça évidemment.